En septembre 2024, pour les vacances, on est parti randonner en Italie, Elodie et moi. Mais pas dans l'Italie de la pizza, de la mode et des Colisées. Non, c'est plutôt l'Italie de la saucisse, des pulls en laine et du ski, les Dolomites. Une chaîne de montagnes des Alpes située dans le nord du pays et qui se distingue par sa géologie et ses formations uniques. Pendant 9 jours, on a traversé ces paysages d'une beauté incomparable entre les forêts, les lacs et les sommets. Et moi, bien sûr, j'en ai profité pour vous ramener quelques images. Vous êtes prêts ? Alors, générique. C'est dans les nuages que commence le voyage, un peu en avant-goût de ce qui nous attend sur ces prochains jours. Pour l'instant, on est ici, à côté de la ville de Bolzano, et on s'apprête à prendre la route et rejoindre notre première destination, Ortisei. Ortisei, c'est une station de vacances et de ski. Ça tombe bien puisque nous on veut voir des montagnes. Et celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Ceseda. Bon, allez, il n'y a plus qu'à se mettre en marche. Allez. Alors on va commencer costaud pour aujourd'hui. On va où ? Là-bas, dans le nuage. On va devoir se taper toute la montée depuis Ortisei jusqu'à Ceseda à plus de 2500 mètres, trouver un coin pour la nuit et redescendre le lendemain. Au total, 22 km de marche et près de 1400 mètres de dénivelé positif. Ça me fatigue rien que d'y penser. Alors on va faire un arrêt pour recharger les batteries. Bon, il faut dire qu'on l'a bien cherché parce qu'on aurait très bien pu prendre un téléphérique pour monter. Mais nous, on aime l'aventure. Et à presque 40 € l'aller, on préfère largement marcher, admirer le paysage et se faire du mal. Putain, on est vraiment de cons d'être passé par là. Bon, on n'est pas là pour se plaindre. Et en plus, on s'est fait plein de copines, regardez-moi ça. On a même organisé un concert privé. Vous êtes prêtes les filles ? 3, 4. Magnifique. Allez, on y retourne. Finalement, après avoir bien galéré à monter dans les bois, on arrive enfin à flanc de montagne. On a déjà fait les 3/4 de la route, mais on est complètement rincé. J'ai un coup de mou. On est dans un nuage. J'ai plus envie. Alors on va s'accorder une pause. Et ça va être l'occasion de goûter une des spécialités de la région, le strudel aux pommes. De quoi faire le plein de calories avant de se remettre en route pour terminer l'ascension dans les nuages. Bon, a priori, s'enfiler une énorme part avant la montée, c'était pas une idée de génie. Mais encore un petit effort, on arrive bientôt au sommet. Ça y est, maintenant qu'on est en haut de Ceseda, on n'a plus qu'à profiter de la vue panoramique sur tous les sommets aux alentours. C'est joli, mais on voit rien. Ah oui, j'avais oublié les nuages. Marmolada. T'es plus au sommet. Oui, tout à fait. Ah, le Durek. Très bien. Et mon préféré, le grand zéblu. Ah. Bon, maintenant qu'on est là, il ne reste plus qu'à trouver un coin pour passer la nuit. Il suffit d'être inventif. Alors, un peu trop de rochers, un peu trop de vide. On va chercher un peu plus loin. Ah, voilà, ici c'est parfait. Il n'y a plus qu'à installer le campement. Et tandis que le soleil se couche et que les nuages nous enveloppent, et que la température baisse aussi, J'ai froid. c'est à plus de 2500 mètres qu'on s'apprête à passer notre première nuit. Avec l'espoir que demain matin, le beau temps soit au rendez-vous. Petite nuit. Waouh. Ce matin, on est chanceux. Le ciel est clair et dégagé, et tandis que le soleil se lève, c'est une vue splendide sur les sommets de la région qui va nous servir de petit déjeuner.
Allez, on n'a plus qu'à se mettre en chemin. Et après un dernier coup d'œil depuis les hauteurs de Céceda, on va pouvoir redescendre à Ortizay. Ah mais oui c'est vrai, on a dit qu'on le faisait à pied. Bon. On va commencer par redescendre par la zone d'alpage. C'est ici, quand les skieurs sont partis, que les éleveurs emmènent paître leur bétail. On trouve donc pas mal de bestioles. Nos copines les vaches bien sûr, des moutons un peu plus stylés, quelques chats apparemment. Oui, jure-toi, on t'appellera Ernesto. Et des alpagas? D'accord. En tout cas, à part eux, il n'y a pas grand monde dans le coin cette saison. Mais heureusement, en Italie, tu trouveras toujours un endroit pour prendre un café. Allez, maintenant on quitte l'alpage. Direction Ortizay. Ok, maintenant qu'on est de retour à Ortizay, on a deux trucs à faire. Déjà manger. Et ensuite, aller voir l'Alpe di Suisi, un des plus hauts alpages d'Europe. Il n'y a plus qu'à y monter. Non, je rigole. Pour cette fois, on a le droit aux télécabines. Voilà donc l'Alpe di Suisi. Située entre 1700 et 2300 mètres d'altitude, c'est une zone de pâturage parmi les plus hautes d'Europe. Mais c'est surtout la plus grande d'Europe, avec un plateau d'alpage qui s'étend sur 56 km². En tout cas, les vaches ont l'air de se régaler ici. Bon, nous on a déjà mangé. Alors ce qui nous intéresse, c'est surtout les montagnes aux alentours. Et en particulier, le massif du Sassolungo. Culminant à près de 3180 mètres, il offre un contraste saisissant entre l'étendue plane de la prairie qui l'entoure et le découpage effilé de ses nombreux sommets. Un véritable bijou des Dolomites. Ça y est, la journée se termine. Mais le voyage, lui, il fait que commencer. Alors on va reprendre la route à travers la montagne et rouler jusqu'à notre prochaine destination, la ville de Canazei où on va passer les 2 prochaines nuits. Ce matin, on est de nouveau en route pour aller voir un incontournable de la région, le lac de Carezza. Ce qui marque quand on arrive en ville, c'est l'imposant massif du Latmar qui se dessine au-dessus de la forêt. On aurait bien été le saluer, mais nous, on a un lac à aller voir. Et après un peu de marche à travers les sentiers forestiers, on découvre enfin la star locale, le lac de Carezza. Avec à peine 300 mètres de longueur et 15 mètres de profondeur, c'est évidemment pas sa taille qui le rend célèbre, mais bien sa teinte atypique. C'est grâce aux minerais présents dans le lac et à la pureté de l'eau qu'il obtient cette palette de couleurs vives, allant du vert émeraude au bleu saphir, et lui valant au passage le surnom de lac arc-en-ciel. On comprend mieux pourquoi il est si célèbre. Bon, ça c'est aussi parce qu'il est situé à côté d'une route et d'un parking payant. Du coup, effectivement, même à cette période, il est très fréquenté. Ça gâche un peu le plaisir. Mais de toute façon, moi, ce qui m'attire depuis qu'on est arrivé, plus que le lac, c'est ce qu'il reflète. Alors direction, le Latmar. Après avoir bien fait chauffer les cuisses, on arrive finalement au pied du Latmar. Lui, son sommet, il est à 2850 mètres.
Et tout de suite, ce qui frappe, en plus de son immense silhouette qui semble jaillir des nuages, c'est toutes les pointes et les colonnes qu'il compose. Une architecture bien caractéristique des Dolomites. Mais en fait, pourquoi elles ont des formes aussi particulières, les montagnes ici? Bon, on va essayer de faire simple. Déjà, il faut savoir que la dolomite, c'est en fait une roche sédimentaire. Et elle doit son nom à celui qui l'a étudiée, Déodat de Dolomieu, un passionné de cailloux. Mais en soi, on en trouve ailleurs dans le monde de la dolomite. Alors pourquoi est-ce qu'elle a un aspect aussi singulier dans ce coin de l'Italie? Pour comprendre, il faut remonter 50 millions d'années en arrière. C'est à cette période que la collision des plaques tectoniques va créer la chaîne des Alpes. Les roches qui émergent alors dans la région actuelle vont être essentiellement constituées de calcaire et bien sûr de beaucoup de dolomites. Et la dolomite, elle a une particularité par rapport à la roche calcaire. Elle est beaucoup plus résistante, et c'est ça qui fait la différence. Parce qu'au fil des siècles, la roche calcaire a commencé à s'éroder sous l'effet des glaciers, des précipitations et du vent, tandis que la roche de dolomite, elle, a tenu bon. Au final, la création des dolomites, c'est donc l'association locale de facteurs multiples pour un spectacle unique. Après ça, on aurait bien voulu continuer à explorer le Latmar. Mais on s'est fait surprendre par la pluie. Ça risque d'être problématique. Beaucoup de pluie. Plein de boue. Alors on a été trouver un peu de réconfort dans les boutiques. Avant de rentrer à Canazet. Pour cette nouvelle journée, on va rouler vers l'est et aller voir un nouveau lac beaucoup plus grand et surtout beaucoup moins accessible cette fois-ci, le lac de Sorapis. Alors déjà, il va falloir monter jusqu'au lac. Et ça, c'est déjà une aventure en soi. Parce que ouais, ce lac, il est niché au creux d'une montagne. Le massif de Sorapis donc. Et pour y arriver, le trajet est peut-être escarpé, mais vraiment splendide. Avec une vue dégagée sur les sommets voisins. Bon, il vaut mieux pas avoir le vertige par contre. Et après 2 bonnes heures de marche à longer la montagne, l'escalader et à se plaindre. J'ai envie d'arriver, de manger ma soupe. Où est le lac? J'ai chaud, j'ai pas de casquette, j'ai soif, j'ai faim et je trouve pas le lac. On a fini par trouver le lac. Je vous présente donc le lac de Sorapis. C'est un lac d'origine glaciaire qui se situe à 1920 mètres d'altitude. Il fait environ 300 mètres de long et en moyenne seulement 3 mètres de profondeur. C'est peu, mais ça lui permet de renforcer sa principale caractéristique, sa couleur turquoise éclatante. Cette couleur, elle est due aux sédiments des roches alentours qui sont apportés par l'écoulement des glaciers situés en hauteur. Et une fois arrivé dans l'eau, c'est la réfraction de ces particules qui va donner cette teinte si particulière au lac, ajoutant une atmosphère unique à ce lieu bordé par les montagnes. Allez, y a plus qu'à se taper la descente maintenant. Et avant que le soleil se couche, on va rouler encore quelques kilomètres pour arriver à notre prochain logement. Un chalet en bordure de forêt, Oh non, c'est trop mignon. où on va dormir les 2 prochaines nuits. Cette fois-ci, on retourne à l'ouest. On va se rendre au col du Passo Gio pour ensuite aller voir, selon moi, les formations les plus insolites des Dolomites, les Cinque Torri. Quand on arrive en haut du col de Gio, on est accueilli par une vue à 360.
et par l'imposant Ragousella. Déjà, lui tout seul, il vaut le détour. Mais bon, pour commencer, c'est pas la route. Oh non, il me dit que c'est pas le bon chemin. Et puis vous allez voir que de toute façon, à côté de ses voisins, il fait pas le poids. Alors mettons-nous en chemin pour aller voir ces fameux Cinquetori. Et pour y aller, comme hier, on se paye le luxe d'avoir un sentier panoramique. C'est pas beau ça ? Bon bah, plus qu'un mur à monter. Et en haut de ce mur, en plus d'une vue splendide, on découvre enfin les Cinquetori. Enfin plutôt un seul tori pour l'instant. Attendez, on va se rapprocher. Et pendant qu'on y va, il faut que je vous parle un peu de ce lieu, qui a bien sûr un intérêt touristique indéniable, mais aussi un intérêt historique, puisqu'il abrite encore des vestiges datant de la Première Guerre mondiale. Et oui, rappelez-vous de vos cours d'histoire. Pendant la Première Guerre mondiale, après avoir rejoint les Alliés en 1915, l'Italie a combattu l'Empire austro-hongrois le long du front des Dolomites. À la fin de la guerre et à la victoire des Alliés, l'Italie a obtenu les territoires du Trentin et du Tyrol du Sud, où se situe une grande partie des Dolomites. C'est pour ça que dans cette région on parle encore allemand, on mange du strudel aux pommes, et donc qu'on retrouve des tranchées, des fortifications et des postes d'observation. Mais bon, je doute que vous avez cliqué sur cette vidéo pour discuter des conflits armés austro-hongrois du début du XXe siècle. Alors nous, on va retourner à nos cailloux. Les Cinquetori. Les Cinquetori, c'est ces gigantesques colonnes de pierre qui se dressent au-dessus de la montagne. Sûrement les formations les plus étonnantes des Dolomites. On pourrait croire que c'est la guerre ou les bombardements qui leur ont donné cette forme étrange. Mais là encore, c'est l'érosion qui a façonné cette merveille. Je comprends même pas comment ça tient ces trucs en fait. Et à l'intérieur, c'est tout aussi impressionnant. Avec des blocs de pierre, des couloirs, des tunnels, on pourrait presque s'y perdre. Ou tomber. Ouais, c'est donc ça les Cinquetori. Des immenses tours de pierre qui suscitent autant l'incompréhension que l'admiration. Des immenses tours de pierre qui semblent veiller sur la vallée. Allez, maintenant, on retourne au chalet. Aujourd'hui, on s'en va voir un incontournable de la région. La star et l'emblème des Dolomites, les fameux Tressimé. Tellement populaire que pour y aller, les places sont limitées. Il faut donc faire la queue et passer un péage. Ok, c'est chiant, mais même s'il y a pas mal de monde, c'est vraiment un coin qui vaut le détour. Vous allez voir. En arrivant, on aperçoit déjà la face sud des Tressimé. Déjà, c'est assez impressionnant. Mais c'est surtout l'autre côté qui vaut le coup d'œil. Pour y aller, c'est simple. Il suffit de contourner la montagne sur 2-3 km, avant de tomber nez à nez avec les célèbres Tressimé. Ces 3 pointes, elles portent très bien leur nom, puisque Tressimé, ça veut tout simplement dire 3 sommets. On retrouve donc le grand sommet qui lui s'élève à près de 3000 mètres, le petit sommet et le sommet de l'ouest. Bon, il y a aussi ce morceau-là. Mais me demandez pas pourquoi, lui, tout le monde s'en fout a priori. Il y en a bien que 3, hein. Ouais. Bon, peu importe le nombre, on peut au moins se mettre d'accord sur le fait que le spectacle est grandiose. Et en tout cas, quand on se retrouve face à ces gigantesques pointes, on comprend mieux l'engouement qu'il y a autour des Tressimé, que ce soit de la part des randonneurs, des alpinistes ou des photographes. Mais aussi au travers des nombreuses légendes entourant ces 3 sommets emblématiques, qui sont devenus depuis plus d'un siècle l'icône des Dolomites.
Tandis qu'on termine notre tour, le temps commence à se couvrir. Mais genre à bien se couvrir. Oula! Ça tombe très mal cette histoire, parce que nous à la base on voulait camper près des Trécimés. Mais puisqu'ils annoncent de la pluie toute la nuit, il va falloir réfléchir à une solution de secours. Et après mûre réflexion, le seul choix qui nous reste c'est de dormir dans l'auto. Super. Alors on n'a plus qu'à rouler pour se trouver un coin tranquille en bordure de route. Et si possible avec une belle vue. Voilà. Ici ce sera très bien. Bonne nuit. Je vais pas vous mentir, la nuit a été terrible. Et côté météo aujourd'hui, bah c'est pas beaucoup mieux. Non, non, non. Alors pour l'instant, on va oublier la rando. Et plutôt aller visiter Cortina d'Ampezzo. On y va? Oui. Cortina d'Ampezzo, c'est la station de ski la plus célèbre des Dolomites. C'est elle qui a accueilli les Jeux Olympiques d'hiver en 1956, mais aussi ceux à venir en 2026. Bon, à cette saison par contre, il n'y a pas grand chose à faire ici. Mais on va au moins pouvoir manger, faire un peu de shopping et manger. Je l'ai déjà dit, non? Bref, de quoi nous occuper un moment avant de repartir pour Val d'Aora, une petite ville plus au nord où on va dormir les 2 nuits suivantes. Et côté météo, on a eu le droit à une dernière surprise. Puisque contre toute attente, en plein mois de septembre, il s'est mis à neiger. Ouais, c'était pas prévu ça. Ce matin, c'est donc entouré de neige qu'on va faire la route pour notre prochain lieu d'excursion. Le lac de Bré, considéré comme le plus beau lac des Dolomites. Rien que ça. Le lac de Bré, c'est donc le lac le plus célèbre des Dolomites. Alors certes, il est très beau, mais qui dit célèbre dit aussi beaucoup de monde. Beaucoup trop de monde. C'est simple, depuis le début du séjour, c'est le seul endroit où on a croisé autant de personnes. Non mais déjà, regardez sur le lac, tous ces gens embarquent. On dirait que tout le monde a reçu sa lettre pour Poudlard. Bon, mais pour éviter la foule, c'est simple. Il suffit juste encore une fois de sortir des sentiers battus et d'aller explorer les alentours. Nous, aujourd'hui, on s'est donné pour objectif de monter jusqu'au col de Soraforno, à près de 2400 mètres. En tout, c'est 7 km à faire et 900 mètres de dénivelé à monter. Et tout ça dans la neige. Ouais, vous pouvez être sûr qu'il n'y aura pas grand monde là-haut. Et déjà, après quelques centaines de mètres, on se retrouve enfin seul au monde. Un sentiment renforcé par cet impressionnant manteau de neige qui a recouvert la région cette nuit. Et en plus, d'ici, on a la plus belle vue du lac. L'ascension est loin d'être finie, parce que nous, ce qu'on veut voir, c'est de l'autre côté de la montagne. Après une belle montée, on s'accorde enfin une pause sur un des plateaux enneigés. L'ambiance est féerique ici. Mais pas le temps de souffler, il nous reste encore du dénivelé. Et après avoir bien galéré, On en a marre là. on arrive enfin au sommet du col. C'est là. Avec pour récompense une vue dégagée sur les plus grands sommets des Dolomites, sublimés aujourd'hui par la neige qui les recouvre. Maintenant, il va falloir redescendre au lac. Et je l'aurais pas cru, mais la descente s'annonce aussi compliquée que la montée. Pardon.
pardon. Mais une fois en bas, on a une belle surprise. Le lac de Bray, rien que pour nous. On va enfin pouvoir profiter de celui qu'on surnomme la perle des Dolomites. Bon, maintenant que la journée se termine, on va rentrer à Val d'Aura. Et ça va être pour nous l'occasion de tester le fleuron de l'ingénierie italienne, le distributeur à viande et à saucisses. Ah, tout de suite on fait moins le malin, Léonard de Vinci. Ça c'est de la machine. Mais il a mangé mon billet. Ouais. C'est n'importe quoi. Prends des boulettes. C'est des canderilli. J'aurais trop pas aimé qu'il fasse comme ça. Ça y est, c'est notre dernier jour dans les Dolomites. Et ce soir, on va enfin pouvoir ressortir la toile de tente. Alors pour finir en beauté, quoi de mieux que d'aller voir le plus haut sommet des Dolomites, le massif de la Marmolada. La Marmolada, aussi surnommée la Reine des Dolomites, c'est donc le plus haut sommet de la région, avec un point culminant à 3343 mètres. Et bah pour le coup il est recouvert de neige, on est con en fait. Je veux pas planter ma tente dans la neige. T'as crevé de froid. Et effectivement, les températures là-haut sont bien en dessous de la moyenne ce soir, donc si on dort là-bas, c'est le décès assuré. Mais heureusement, on a un plan B, un endroit avec moins d'altitude et avec une vue sur le Marmolada. Mais là aussi il y a de la neige. Bon. Heureusement, on a un plan C. Cette fois-ci, ça peut pas rater. C'est un super coin isolé, à basse altitude et avec un joli lac pour bivouaquer. Et la route est fermée à cause d'un éboulement ? Sérieusement ? Ça fait beaucoup rire Elodie en tout cas. On arrive devant la route, c'est la troisième qu'on choisit. Route fermée. Moi ça commence à me gonfler, mais heureusement on a un plan D. Mais laissez-moi deviner... Ouais voilà. Mais c'est pas possible, il y a encore plus de neige qu'au Marmolada. Heureusement, on a un plan E. Mais le plan E, il a rien de glorieux, puisque c'est juste un abandon pur et simple. Ouais, il commence à se faire tard, alors on va juste se balader dans la forêt d'à côté et essayer de trouver un coin convenable pour dormir. Alors oui, c'est loin d'être la randonnée dont on rêvait pour notre dernier jour, mais heureusement, où qu'on aille, on arrive quand même à retrouver le charme des Dolomites et la vue sur une de ces montagnes. En l'occurrence, on voit au loin un de nos coups de cœur du séjour. Le massif du Latmar qui va veiller sur nous pour cette nuit. Il n'y a plus qu'à trouver un coin pour s'installer. Et oui, j'ai remarqué, il y a encore de la neige partout. Tout ça pour ça. Ouf, on n'est pas mort de froid cette nuit. Et c'est tant mieux, comme ça on va pouvoir admirer le lever de soleil avant de rentrer. Et voilà, notre aventure dans les Dolomites touche à sa fin. Mais même si on laisse derrière nous cette région si unique en son genre, on emporte en revanche des souvenirs inoubliables de ces décors spectaculaires. De ces montagnes déchiquetées où chaque sommet raconte une histoire, de ces œuvres d'art façonnées par la nature, véritables sentinelles du temps qui passe. Quant à moi, votre fidèle narrateur, c'est ici que je vais vous laisser. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une prochaine. Tu me jettes pas ça.